Titre: Au-delà des ténèbres, écrire par Davy. Laurie chapitre 1, le début des Voix bonjour à toi, je vais te raconter une histoire, je m'appelle Davy, et j'avais 26 ans lorsque ma vie a pris un tournant inattendu en 2020. J'ai emménagé dans un appartement en solitaire traversant une période difficile, ayant perdu mon emploi et souffrant de dépression, tout en maintenant une relation à distance avec ma petite amie bien-aimée. Notre amour était fort, mais la distance nous pesait. Cependant, ce n'était que le début de mon voyage. Chapitre 2. Les pensées des autres alors que je vivais seul, des voix ont commencé à envahir ma tête. Elles n'étaient pas amicales, bien au contraire. C'était comme si une foule de personnes chuchotaient constamment autour de moi. Une voix semblait dire « Il est bizarre, lui », tandis qu'une autre prétendait que j'étais un ange ou un démon. Ces voix commentaient chacun de mes gestes, et je sentais qu'elles essayaient de me manipuler. Chapitre 3. Les hallucinations visuelles. Les voix allaient au-delà des simples commentaires. J'ai commencé à avoir l'impression que je pouvais entendre les pensées des gens autour de moi. C'était comme si leurs pensées résonnaient dans ma tête. Je devenais anxieux, croyant que tout le monde me jugeait. Chapitre 4. Les sensations terrifiantes, les voix n'étaient pas seules. Je commençais également à voir des formes et des visages qui n'étaient pas réels. Des ombres dansaient à la périphérie de mon champ de vision, et parfois, je pensais voir des visages me regardant. Ces hallucinations visuelles alimentaient ma peur croissante. Chapitre 5. Les odeurs étranges. En plus des voix et des visions, je ressentais parfois des odeurs sensations physiques étranges. Je croyais que quelque chose ou quelqu'un me touchait, même si rien n'était là. C'était une expérience angoissante qui renforçait ma conviction que j'étais en train de perdre la tête. Exemple, hallucination lait. Premier signe. Un soir très anxieux, de retour chez le docteur, j'ai entendu une voix comme si elle était à côté de moi, comme une vraie personne. C'était une voix de femme, et elle me disait « Jouons à un jeu. Essaie de me retrouver. Je suis chez toi. Si tu me retrouves avant, tu seras sauvé. Mais si tu ne me retrouves pas, tu mourras. » Chapitre 6. La musique imaginaire. Une autre forme d'hallucination m'a également tourmenté. J'entendais de la musique qui n'existait pas. Des mélodies étranges et inquiétantes résonnaient dans mon esprit. Je craignais que ces sons ne veillant du mal. Chapitre 7. Le conflit avec les voisins. Alors que mes hallucinations et mes pensées devenaient de plus en plus envahissantes, j'ai été témoin d'une dispute violente entre mes voisins. Les cris résonnaient dans mon esprit déjà fragilisé par la dépression. La peur s'empara de moi et je me sentis piégé entre la réalité et l'illusion. Chapitre 8. L'hôpital psychiatrique. Inquiète pour ma santé mentale, je me rendis à l'hôpital psychiatrique, espérant trouver une réponse à mes tourments. Cependant, je minimisais mes problèmes, terrifié par le jugement des autres. Les professionnels de la santé mentale m'observèrent, mais je gardais mes pensées les plus sombres cachées. À l'hôpital psychiatrique, on était au moins une vingtaine de personnes, ayant tous des problèmes différents. On avait une psychomotricienne qui était là pour nous servir, des infirmières pour nous donner des soins et des médicaments, et des psychiatres aussi. On avait tous une chambre avec une douche et des toilettes, ainsi que des vêtements et des draps à changer tous les jours. Dans l'hôpital psychiatrique, mon séjour à l'hôpital psychiatrique était une expérience particulière et parfois déconcertante. Il fallait obtenir une autorisation du docteur pour pouvoir sortir le week-end, ce qui était un défi en soi, car cela dépendait de notre état de santé mentale du moment. Mais à l'intérieur de l'hôpital, il y avait une diversité de zones. Il y avait la possibilité de sortir dans le parc qui se trouvait dans l'enceinte de l'hôpital, offrant un peu de nature et de tranquillité. C'était un endroit où l'on pouvait se détendre, respirer l'air frais et prendre du recul par rapport à la réalité complexe qui nous entourait. Cependant, l'hôpital offrait bien plus que cela. Il y avait des activités variées comme des sorties à vélo, des séances de peinture et même la possibilité de sortir pour manger dans des magasins des environs. Ces moments d'activité étaient essentiels pour notre bien-être. Ils nous permettaient de nous reconnecter au monde extérieur et de briser la monotonie de la vie à l'hôpital. Mais ce qui a rendu cette expérience vraiment significative, ce sont les rencontres que j'ai faites.
J'ai rencontré des individus avec des caractères divers, des personnalités courageuses et motivantes. Chacun d'entre nous avait ses propres luttes, mais nous nous soutenions mutuellement. Nous passions du temps ensemble, courions à l'extérieur et partagions nos expériences. Ces rencontres m'ont appris que, même dans des moments difficiles, il est possible de trouver des amitiés solides et une source de motivation pour continuer à avancer. C'était une période où nous étions tous ensemble, nous nous comprenions, et nous nous entraînions les uns les autres vers le chemin de la guérison. À travers ces épreuves, nous avons découvert une force commune, une solidarité indéfectible qui nous a permis d'avancer et de croire en la guérison. Chapitre 9. L'hôpital 2 jours après. Une nuit à l'hôpital, je retournais chez ma mère, cherchant un réconfort dans un environnement familier. Cependant, même là, je ne pouvais échapper à ces voix et à ces visions. Mon corps semblait me trahir, et je me sentais de plus en plus étranger à moi-même. Chapitre 10. La dépersonnalisation. La dépersonnalisation s'empara de moi. J'avais l'impression qu'un autre moi, dans une autre dimension, cherchait à me parler. Mon corps semblait lié au sien, comme s'il tentait de sortir de mon être. C'était une expérience déconcertante qui ajoutait à mon anxiété déjà présente. Les voix et les croyances obsédantes. Au fil de mon parcours chaotique, j'ai dû affronter un tourbillon d'hallucinations qui semblait se faufiler dans tous les recoins de ma vie. L'une des manifestations les plus troublantes de cette expérience était la sensation d'être persécuté, traqué, comme si le monde entier était engagé dans un complot contre moi. Parfois, j'avais l'impression que des gens m'épiaient en permanence, que mes moindres faits et gestes étaient surveillés. Les signes d'hallucination prenaient des formes étranges et parfois absurdes. Des couleurs de voiture, par exemple, pouvaient devenir des croyances obsessionnelles. Une voiture rouge signifiait que je ne devais pas sortir, tandis qu'une voiture bleue était censée indiquer que je pouvais vaquer à mes occupations. Ces croyances déconcertantes me plongeaient dans un monde où la réalité était constamment distordue et où chaque élément du quotidien prenait une signification mystérieuse. Ces hallucinations n'étaient pas uniquement auditives ou visuelles, elles pouvaient aussi s'étendre à d'autres sensations, comme le toucher ou l'odorat. Des pressions invisibles semblaient m'attraper, des ombres fugaces envahissaient ma vision, et même les odeurs prenaient parfois des tournures étranges et dérangeantes. Au milieu de cette cacophonie hallucinatoire, il m'arrivait également de croire que j'étais bien plus qu'un simple être humain. Je pouvais être persuadé d'être un ange, un alien, ou d'avoir une mission mystique. Ces croyances, aussi déconcertantes qu'elles puissent paraître, étaient bien ancrées dans mon esprit à l'époque, ajoutant une couche de complexité à la réalité altérée que je vivais. Au fil du temps, j'ai appris à faire face à ces manifestations hallucinatoires, à les reconnaître pour ce qu'elles étaient, des distorsions de la réalité créées par ma maladie. Cette prise de conscience a été un tournant dans ma lutte contre la schizophrénie, me permettant de reprendre le contrôle sur ma propre perception du monde qui m'entoure. Chapitre 11. Le diagnostic déchirant finalement, après plusieurs visites à l'hôpital psychiatrique, le diagnostic tomba, schizophrénie. C'était une réalité déchirante à accepter, mais c'était aussi le point de départ de ma lutte pour retrouver ma stabilité mentale. L'évolution et l'acceptation. Il y a eu plusieurs étapes d'évolution depuis le diagnostic de la schizophrénie jusqu'à aujourd'hui. La première a été l'acceptation de ma schizophrénie. Ensuite, j'ai pris conscience des symptômes de la schizophrénie et j'ai commencé à les reconnaître. Chapitre 12. La reconstruction peu à peu, j'acceptais la schizophrénie comme faisant partie de ma réalité, mais pas comme la seule partie. L'espoir a refait surface et j'ai entrepris le lent processus de reconstruction. Un emploi s'est présenté et j'ai retrouvé ma confiance en moi. Chapitre 13. Un nouveau départ. Aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, je vois un voyage éprouvant, mais aussi une incroyable détermination à ne pas me laisser submerger par les ténèbres. J'ai appris à vivre au-delà de mes limites, à résister aux idées noires et à embrasser la joie de chaque petit succès. Chapitre 14. La séparation et la résilience. Au cours de cette période sombre de ma vie, ma relation avec ma petite amie bien-aimée fut mise à rude épreuve. Les voix, les hallucinations, la peur des gens qui semblèrent me suivre et me vouloir du mal,
tout cela a fait que je ne pouvais plus sortir de chez moi. J'ai vécu 6 mois d'enfermement, ne sortant que par nécessité. Cette période a finalement conduit à une rupture douloureuse. Ma copine ne comprenait pas la nature de mes luttes intérieures et la paranoïa qui me consommait. C'était une séparation difficile, et elle m'a laissé encore plus seul, confiné dans mes pensées torturées. Les idées obscures. La dépression m'a accablé, apportant son lot de problèmes, d'idées suicidaires persistantes. On se demande souvent pourquoi quelqu'un peut en arriver là, poussé par la douleur, la honte, la persécution, la culpabilité, l'impuissance et la solitude. Le désespoir, la distorsion de la réalité, l'abandon. Toutes ces épreuves peuvent conduire quelqu'un à envisager l'inimaginable. Pourtant, à chaque fois que ces pensées sombres devenaient insupportables, me poussant presque à franchir le pas, je me rappelais tout ce que l'avenir pouvait encore me réserver. J'aimerais dire qu'au bout de la tempête, il y a toujours le beau temps. Il faut faire preuve de patience. Derrière la souffrance peut se cacher le bonheur. C'est cette perspective qui me retenait, qui maintenait mon espoir vivant. La curiosité de voir ce que demain pourrait apporter, de continuer à rêver et à vivre, était un fardeau lourd à porter, mais précieux. Bien sûr, la famille, les amis, les rêves, tout cela nous garde en vie. Cependant, il est parfois facile de perdre de vue toutes ces choses précieuses qui nous entourent lorsque nous souffrons. Il est crucial d'essayer de voir au-delà de notre douleur, même si c'est difficile. Car cela en vaut la peine, après tout, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Essayons donc de profiter de chaque instant jusqu'au bout. Je souhaite également aborder la dépression, une maladie bien plus complexe qu'une simple déprime. Elle a le pouvoir de nous voler la joie, l'envie, et de nous plonger dans une profonde tristesse sans raison apparente. Cela se produit parce que notre cerveau ne produit plus correctement les hormones du plaisir, ce qui nous rend incapables d'éprouver du plaisir dans nos actions. Par conséquent, nos émotions fluctuent souvent entre la joie et la tristesse, créant un sentiment de malaise constant. La clé, c'est d'accepter cette maladie et de reconnaître que vous ne vous sentirez pas toujours bien. Il faut se pousser à accomplir des activités, même lorsque l'envie n'est pas présente, car c'est ainsi que j'ai appris à gérer cette maladie en plus de la schizophrénie. Cependant, c'est pendant cette période que l'hôpital de jour a joué un rôle crucial dans ma vie. C'était un endroit où je pouvais trouver le soutien dont j'avais désespérément besoin. Sortir de chez moi pour m'y rendre était un défi monumental, mais chaque pas à l'extérieur était succès. Chapitre 15. Retrouver la confiance. Là-bas, j'ai réalisé que personne ne me voulait du mal, que la réalité n'était pas aussi sombre que je l'imaginais. Chaque jour passé à l'hôpital de jour était une étape vers la guérison. Chaque interaction avec les autres patients et les professionnels de la santé mentale m'a redonné un peu de confiance. Chapitre 16. Un nouveau petit à petit, je me suis rendu compte que je n'avais plus à vivre dans la terreur constante. Les pas que j'avais faits en sortant pour me rendre à l'hôpital de jour m'avaient redonné la confiance en moi. Je pouvais affronter le monde extérieur sans la paranoïa et la peur qui me hantait. Avec le temps, j'ai réussi à décrocher un emploi, une étape qui aurait été impensable pour moi il y a encore quelques années. Ma maladie s'est stabilisée grâce aux soins appropriés et à mon propre travail acharné pour surmonter mes démons intérieurs. Dans la vidéo suivante, je parle de mon travail et les réponses sur la schizophrénie.